Bonjour et bienvenue dans Scène de crime. Aujourd'hui, nous recevons Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 8, experte en répression et justice pénale. Bonjour Vanessa Codaccioni. Bonjour. Les violences policières ont-elles augmenté? C'est extrêmement difficile de savoir si les violences policières ont augmenté. Il faut se reporter au travail formidable qu'a fait Bastamag, qui a recensé environ 700 bavures policières ou violences policières mortelles en 40 ans, ce qui confirme un petit peu toutes les données qu'on a, c'est-à-dire qu'en gros, il y aurait entre 15, 17, 18 bavures policières mortelles par an en France. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que les violences policières en manifestation ont baissé. Ça, c'est une certitude, hein, puisque si on regarde l'histoire longue du maintien de l'ordre en France, il y a une forme de pacification du maintien de l'ordre en ce qui concerne le nombre de morts. En revanche, on a une explosion du nombre de personnes gravement blessées, voire mutilées. Donc je dirais que sur l'ensemble des violences policières, il y a une stabilité du nombre de personnes tuées, mais que l'on observe une décrue des violences policières mortelles dans le cadre du maintien de l'ordre. Merci. Si l'on cartographie les violences policières, existe-t-il des zones où elles sont davantage présentes, par exemple les quartiers populaires? Et si oui, comment l'expliquer? Évidemment, il y a des zones où les violences policières, et notamment les violences policières mortelles, sont plus fortes, plus prégnantes, plus présentes que d'autres. C'est évidemment les quartiers populaires, et notamment les quartiers aux alentours des grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, parce que, en réalité, c'est des lieux d'intervention historiques de la police, où vont se dérouler des contrôles d'identité, où vont se dérouler des pratiques policières discriminatoires, puisqu'on va aller chercher par exemple des gens dont on suppose qu'ils vendent de la drogue ou qu'ils ont de la drogue. Donc on va aller dans ces quartiers-là, on va faire des contrôles. Et puis, de fait, ces contrôles, ces pratiques policières peuvent déboucher sur des violences. Ces quartiers-là, il faut savoir que c'est des quartiers surveillés par la police. Au moins depuis les années 80-90, lors duquel on a vu émerger le phénomène émeutier, lié précisément à des crimes policiers. Et donc ce sont des quartiers qui sont classés, disons, plus ou moins dangereux. Il y a une échelle de gravité des violences qui peuvent s'y commettre. Et donc il y a des quartiers qui sont particulièrement surveillés et investis par la police. Ils étaient 800 dans les années 80-90, ils sont 1200 environ aujourd'hui. Donc oui, les quartiers populaires sont des lieux d'intervention historique de la police qui va cibler une population précise, les jeunes des quartiers populaires et en particulier les jeunes racisés des quartiers populaires. Et ce sont eux qui vont être les cibles des violences policières ou, comme le dirait le sociologue Fabien Jobard, qui sont les gibiers de la police. Très bien, merci. Et assiste-t-on, vous pensez, à une extension du domaine des violences policières des quartiers populaires dont on parlait vers les manifestations plus récentes? Alors j'y crois pas, cette thèse-là, je ne la défends pas, je sais qu'elle est beaucoup défendue. L'idée, ce serait que les quartiers populaires auraient été un laboratoire. C'est une expression que j'ai pu utiliser par ailleurs, un laboratoire d'expérience réinvesti ensuite dans les manifestations. J'y crois pas. Je crois malheureusement à deux types d'interventions policières, l'un dans les quartiers populaires et l'un dans les manifestations. Un, c'est vraiment dans le cadre de la gestion policière de la contestation politique, c'est la gestion des manifestations. De l'autre, la gestion d'une population dite dangereuse, déviante, anormale, voire sous-citoyenne, comme c'est le cas des Arabes et des Noirs, par exemple. Je crois vraiment à deux histoires parallèles, à deux processus parallèles, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des emprunts. Mais je crois vraiment que, par exemple, la gestion policière des manifestations a sa propre histoire. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que l'une des premières grandes bavures, c'est le massacre de Fourmi, et qui a donné lieu à de nombreux morts. Et ensuite, il y a eu toute une histoire de la gestion des manifestations par la police, par les forces du maintien de l'ordre, qui vont donner lieu à des violences, mortelles ou non mortelles. C'est une première histoire. Et puis il y a l'histoire de la gestion policière des quartiers populaires dont on a déjà parlé. C'est à mon avis deux choses différentes. Parce que les cibles sont différentes, les forces d'intervention sont différentes et les pratiques policières sont différentes. En parlant d'ailleurs de pratiques policières, le déploiement lors des manifestations d'unités, on va dire, non spécialisées dans le maintien de l'ordre, telles que la BAC par exemple, la Brigade anticriminalité, vous pensez que c'est une possible cause des violences policières observées? Évidemment que l'intervention d'acteurs non spécialisés joue dans la multiplication des violences policières.
C'est d'ailleurs en ce sens que certains de mes collègues étaient intervenus à l'Assemblée nationale, puisque nous avons été auditionnés dans le cadre du renouveau du maintien de l'ordre à l'Assemblée nationale, et nous avions dit, mes collègues notamment Fabien Jobard, avaient expliqué que justement l'intervention d'acteurs non spécialisés dans le maintien de l'ordre était incriminant, en tout cas était possiblement vecteur de violences policières. C'est le cas par exemple de la BAC, dont on sait qu'elle peut produire des violences policières. La BAC a été créée en 1994 dans le cadre des violences urbaines, précisément pour gérer les quartiers populaires. Et on sait que la BAC, alors dans les années 90, non seulement a géré la petite délinquance, mais a surtout augmenté le nombre de violences policières. Et on le sait parce qu'à partir du milieu des années 90, dans les quartiers où intervient la BAC, on a une multiplication inédite des plaintes pour violences policières. Et c'est ces agents-là qui vont intervenir dans les manifestations. Et donc oui, on le sait de sources quasiment sûres, les enquêtes ont montré que, effectivement, l'intervention d'acteurs non spécialisés dans le maintien de l'ordre va provoquer des violences policières. Très bien, merci. Et en parlant, vous parliez, on va dire, à un niveau parlementaire, que pensez-vous de la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre adoptée par le ministère de l'Intérieur, justement, suite aux récents mouvements sociaux? On peut penser à la loi travail, à la réforme des retraites, au mouvement des Gilets jaunes ces dernières années. Je n'en pense que du mal, étant donné que cette nouvelle doctrine du maintien de l'ordre ne change absolument rien à ce qui était avant. Au contraire, on va vers plus de répression, vers un maintien de l'ordre de plus en plus dur et de plus en plus, à la fois de plus en plus répressif et à la fois de plus en plus préventif. C'est-à-dire on observe que de plus en plus de gens sont empêchés de manifester, ça a été le cas pendant les Gilets jaunes, et le nouveau schéma de maintien de l'ordre, en fait, il change quasiment rien. Nous avions, avec des collègues, demandé des améliorations, le retrait de certaines armes notamment, une désescalade, et en fait, on est toujours dans l'escalade. Je prends l'exemple des flashballs, puisque nous avions demandé que soient enlevés les flashballs aux forces de maintien de l'ordre, et en fait, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté quelqu'un derrière qui va donner l'autorisation de tirer, par exemple. Ils disent qu'ils vont améliorer la communication par des panneaux lumineux. C'est vrai qu'on sait que le manque de communication de la police est vecteur et vectrice de violences policières, d'incompréhension de la part de manifestants et donc de mouvements de foule, etc. Qu'est-ce que ça va changer? À voir. Mais en tout cas, je suis très perplexe et très pessimiste sur de réelles avancées. On va toujours dans le même sens, en fait. Mais vous pensez qu'on a vraiment des éléments qui permettent d'imputer la plupart des violences policières à certaines composantes des forces de sécurité? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment certaines composantes. On sait, par exemple, que les gendarmes, c'est-à-dire les militaires, utilisent beaucoup moins leurs armes ou le font, disons, mieux à escient. Alors, je ne défends pas du tout les militaires, mais en tout cas, dans le cadre du maintien de l'ordre, on a vu même des militaires se désolidariser des policiers. Donc déjà, on peut faire une première distinction entre l'armée et la police. Ce qui ne veut pas dire que l'armée ne produit pas des violences policières. Et des violences policières mortelles. On dit souvent la police fait des bavures. En réalité, les militaires font aussi des bavures, notamment dans le cadre du maintien de l'ordre. Mais il y a quand même une distinction, en tout cas sur la question de l'usage des armes. Quant à la police, on sait que, en manifestation notamment, mais dans le cadre d'autres opérations de maintien de l'ordre, plus il y a d'unités différentes, plus les violences policières ont de chances de se multiplier. Parce qu'il y a des commandements différents, il y a une désorganisation. Donc déjà, il y a ça, il y a une différence à faire entre militaire et police. Mais ensuite, il ne faut pas multiplier les forces qui interviennent. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on sait que par exemple l'introduction de la BAC crée de nombreux problèmes. Et puis on peut penser aussi aux voltigeurs. Les voltigeurs, c'est ces motos où il y a deux policiers, un qui conduit, l'autre qui matraque ou qui fait des coups, qui repère, qui avait été interdit ces voltigeurs après la mort de Malik Oussekine au milieu des années 80 et qu'on a vu réapparaître ces dernières années. Donc on voit très bien qu'en réalité, on multiplie à nouveau le type d'intervention, le type de force. Et face à cette multiplication des types de forces, parfois, on va dire, non formées oui. par rapport au maintien de l'ordre, le contrôle de l'action des policiers et des gendarmes, notamment par l'inspection générale de la police nationale ou l'inspection générale de la gendarmerie nationale, est-il à vos yeux efficace? Est-ce que l'IGPN fait un contrôle? Pas vraiment. L'IGPN, elle intervient, ou son équivalent parlementaire, elle intervient surtout après. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'IGPN? On attend d'elle que quand il y a une affaire de violence policière ou d'usage illégitime et illégal de la force, l'IGPN sanctionne.
Or, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Donc, en réalité, il faudrait qu'il y ait une régulation presque par la punition. Alors moi, ça m'embête de dire ça, parce que je suis anti-répression et anti-punition. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'IGPN pourrait jouer un rôle dans, en tout cas, la régulation de comportement. Et on voit qu'elle ne le fait pas. Je pense que vous avez peut-être une question là-dessus, sur le rôle de l'IGPN ensuite. Mais en tout cas, non, elle ne joue pas son rôle de modification des comportements et d'imposition des bonnes normes d'usage des armes, des bonnes normes professionnelles. En tout cas, elle n'est pas encourageante à le faire. Effectivement, vous ouvrez ma prochaine question, notamment, pensez-vous que les plaintes déposées suite à des violences policières sont traitées comme les autres, ou les policiers et gendarmes bénéficient-ils d'une certaine protection, une enquête ralentie par exemple, une appréciation favorable de la notion de légitime défense, une mansuétude des juges en cas de sanction? Il y a énormément de facteurs qui vont concourir à ce qu'on appelle l'impunité policière. C'est-à-dire le fait que les policiers soient très peu sanctionnés dans le cadre d'une bavure ou d'une violence mortelle, d'un usage mortel de la force. Il y a énormément de raisons. La première, c'est que les policiers qui vont commettre une violence mortelle ou qui vont utiliser leur arme dans un cadre qui n'est pas légal, vont tout de suite créer un récit policier. C'est-à-dire ils vont tout de suite se mettre d'accord entre plusieurs collègues, ils vont fabriquer un récit selon lequel l'individu tué était dangereux, selon lequel les policiers n'ont pas fait tel ou tel geste. Alors ça on le voit moins, mais par exemple dans le passé, moi j'ai étudié des affaires dans les années 80-90, on intimidait les témoins, ou on empêchait les témoins de parler. Ou alors le syndicat de police venait donner des conseils en garde à vue, si le policier était en garde à vue, pour lui dire ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. Ça n'existe plus, mais on a toujours la construction d'un récit très solide. Ce qui fait que déjà, il y a la version de la famille ou des témoins qui va se heurter à ce récit policier. Ensuite, vous avez deux filtres, puisque les policiers vont être à la fois traités par l'IGPN et par la justice. Ce que l'on sait de l'IGPN, c'est qu'en fait, elle ne sanctionne que très rarement les policiers auteurs de violences policières. Elle va les sanctionner, les policiers, ça je renvoie aux travaux de Cédric Moreau de Bellum, mon collègue, elle va les sanctionner lorsque ils déshonorent la fonction, par exemple, ou lorsqu'ils vont faire usage de leurs armes en dehors de leur service ou dans des conditions qui ne sont pas les conditions du maintien de l'ordre. Mais en général, dès que le policier dit qu'il était en danger, qu'il était en état de légitime défense ou qu'il maintenait l'ordre, l'IGPN ne va pas sanctionner. Donc ça, c'est une première phase. La deuxième phase, c'est la justice. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'au moment du procès, et peut-être même bien avant, il y a une impunité policière. Déjà, les policiers sont très peu mis en examen, c'est-à-dire qu'ils vont être très peu déférés devant la justice. On va considérer qu'ils étaient en état de légitime défense. Et quand vous êtes en état de légitime défense, vous ne passez pas en procès, vous obtenez tout de suite un non-lieu. Et lorsqu'ils sont jugés, on voit très bien que les procès leur sont favorables. Parce que les policiers ils vont déployer toute une stratégie à la fois d'héroïsation. Moi, j'ai défendu telle ou telle personne, j'ai défendu la population, j'ai des bons états de service, etc. Et victimisation. C'est-à-dire, moi aussi, je suis contrariée d'avoir utilisé mon arme, j'ai été obligée, maintenant j'ai des troubles psychologiques, etc., etc. Et on voit qu'à ce moment-là du procès, le policier sort à peu près toujours acquitté de ces procès-là. Et j'ai discuté avec des juges qui m'ont dit par ailleurs que les juges étaient plus enclins à croire le policier que la victime et sa famille dans ce type d'affaires-là, parce que les juges et les policiers travaillent ensemble. Et que donc cette quotidienneté, cette familiarité, le fait qu'ils travaillent ensemble, évidemment, travaille le processus de pénalisation des affaires ou le processus de criminalisation des violences policières mortelles. Selon vous, quels sont les facteurs pouvant conduire un policier ou un gendarme à commettre des faits de violence? Notamment, pensez-vous que les conditions de travail actuelles puissent non pas justifier, mais expliquer certains passages à l'acte? C'est une question difficile. Les facteurs explicatifs des violences policières, on les connaît. Il y a premièrement la situation dans laquelle intervient le policier, ou la policière d'ailleurs, même si les auteurs sont des hommes. La situation, c'est-à-dire est-ce que c'est une situation dangereuse? Est-ce que par exemple un individu a été signalé comme dangereux et il faut le retrouver? Est-ce que la personne en face est armée ou paraît dangereuse? Donc quel est le contexte d'intervention? On sait aussi que la communication entre services va jouer sur les possibles violences policières. Par exemple, quelles sont les informations que le policier
a eu, qu'est-ce qu'on lui a transmis à la radio, qu'est-ce que lui ont transmis ses collègues, qu'est-ce que lui ont transmis ses chefs hiérarchiques. Ça joue beaucoup dans la pression ou dans l'urgence. Troisième facteur, les armes. Est-ce que le policier était armé ou pas? Si oui, de quelles armes disposait-il? Et puis on sait aussi que les caractéristiques sociales de l'agent peuvent jouer. Quel est son grade? Quelle est son ancienneté? Quel est son âge? Quelle est sa couleur de peau? On sait que c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui va jouer sur les violences policières. Les conditions de travail des policiers, est-ce qu'elles interviennent là-dedans? On pourrait dire que effectivement, ce sont les ordres de la hiérarchie policière qui jouent plus que les conditions de travail. Par exemple, quand vous dites à des policiers en manifestation qu'il faut un maintien de l'ordre dur, qu'il faut absolument arrêter et neutraliser des casseurs, qu'il faut faire ceci, etc., évidemment, et qu'il faut utiliser les armes, qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser, ça va provoquer des violences. Quand on parle des conditions, la seule chose auquel je pense, c'est quelque chose qui est très pénible pour les policiers et qui joue énormément sur leurs conditions de travail, c'est la politique du chiffre. C'est-à-dire, on va dire aux policiers, il faut que ce mois-ci, il y ait, je ne sais pas moi, 30 gardes à vue, ou que vous ayez fait une affaire par jour. C'est quasiment impossible dans certains endroits. Donc, que vont faire les policiers? Et ça a été montré. Ils vont aller dans des endroits où ils savent qu'ils vont pouvoir faire une affaire. Par exemple, les quartiers où il y a de la drogue, par exemple. Et ils vont contrôler. Et on sait que le contrôle d'identité peut déboucher sur des violences policières. Donc, moi, j'incriminerais plus cette politique du chiffre et ces injonctions des policiers à agir, à faire du nombre, à arrêter, à neutraliser, qui va jouer. Vous y avez répondu en partie, mais peut-on déplorer, on est plus dans un contexte d'actualité, peut-on déplorer une haine anti-flic comme le font certains candidats à l'élection présidentielle? Alors je ne la déplore pas, je l'explique. Il y a une haine anti-flic, claire, très claire. Il y a une haine anti-flic militante, politique, idéologique, qui a toujours existé. Moi j'ai travaillé sur le Parti communiste français et les militants du Parti communiste français étaient clairement anti-flics. Et quand ils allaient dans des manifestations, c'était pas pour regarder la police, c'était pour affronter la police. Et il y a des cas très célèbres de manifestations. C'est le cas par exemple de la manifestation au Ridgway du 28 mai 52 où les militants communistes vont armés pour aller affronter des flics. C'est ce qu'ils m'ont dit en entretien et c'est ce que l'on sait à travers d'archives. Ils y sont allés avec des haches, ils y sont allés avec des pancartes, avec des clous à l'intérieur pour taper les policiers. Évidemment, on n'en est pas forcément là aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a toute une tradition militante anti-flic qui va s'exprimer dans les manifestations. On peut penser au Black Bloc. Alors, le Black Bloc, il a aussi été créé au début des années 2000 en réaction à la répression policière et à la militarisation du maintien de l'ordre et des forces de police. Mais le Black Bloc va développer, évidemment, toute une stratégie anti-flic. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un deuxième facteur d'émergence de cette haine anti-flic, c'est la répression policière dans les manifestations. Si vous avez regardé les interviews des Gilets jaunes, par exemple au début du mouvement des Gilets jaunes, ils disaient mais nous on n'a rien contre la police. La police elle nous protège, la police elle est là pour aider la population. Qu'est-ce qu'ils disaient 3 semaines après 3 semaines de manifestation? Ils disaient mais c'est ça la police en fait? C'est la police qui nous gaze, qui nous mutile, qui a arrêté notre collègue sans raison, qui m'a empêché d'aller manifester. Et donc la haine anti-flic, évidemment elle est là. Et elle est travaillée par les interactions avec la police. Donc je ne la déplore pas, je vous l'explique. Et enfin, selon vous, faut-il désarmer la police, également proposée par certains candidats à l'élection présidentielle? Je suis favorable au désarmement de la police, en effet. Alors, il ne faut pas tomber dans un esprit bisounours et naïf. Il y a des situations dans lesquelles les policiers doivent être armés. C'est le cas des violences extrêmement graves entre les personnes. Quand vous avez quelqu'un qui s'enferme chez lui avec des otages ou les membres de sa famille, quand quelqu'un veut se suicider ou quand il y a un attentat terroriste, des unités d'élite ou des unités des forces de police doivent être armées pour intervenir. En revanche, les policiers qui interviennent dans les quartiers, les policiers qui sont en manifestation doivent être désarmés. Absolument, parce qu'on sait que l'armement favorise aussi les violences manifestantes. C'est-à-dire l'impression d'avoir des Robocop en face de vous, ça ne va pas vous donner envie d'être pacifique et d'aller manifester très calmement et très pacifiquement. Ce qui est d'ailleurs reproché aux militants et aux militantes. Ça, c'est quand même fort de café, c'est-à-dire qu'il y a une militarisation des forces de l'ordre qui fait qu'ils sont surarmés et suréquipés, ce à quoi des militants vont essayer de se défendre ou se protéger en mettant des masques, des lunettes de ski, en prenant avec eux du sérum physiologique,
des genouillères, des jambières, en fait tout ce que vous voulez, des coques de protection, eh bien ça va être considéré comme participation à un attroupement en vue de commettre des violences. Donc, vous voyez le cercle vicieux dans lequel on est. Donc, je pense qu'il faut désarmer la police qui intervient dans les quartiers et désarmer la police dans les manifestations sur le modèle de ce qui se fait en Angleterre. Alors, tous les policiers ne sont pas désarmés en Angleterre, mais une partie de la police est désarmée. Alors, c'est les bobbies, hein, on connaît les bobbies, qui sont très fiers d'ailleurs de ne pas être armés, parce qu'ils disent qu'eux, ils ne sont pas là pour casser des personnes ou pour maintenir l'ordre, ils sont là pour aider la population. C'est une conception totalement différente de la police, et du coup, les bobbies ne sont pas agressés. Les bobbies ne suscitent pas une haine anti-flic. Donc je pense véritablement qu'il faut désarmer la police, et je commencerai non seulement par désarmer la police, mais par une mesure très simple, j'empêcherai déjà les policiers de rentrer chez eux avec leurs armes. Merci Vanessa Codaccioni pour toutes ces explications. Merci d'avoir partagé votre savoir surtout. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre interview pour approfondir le sujet avec Sarah Massoud, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Merci d'avoir suivi Scène de crime.